Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Nous sommes le lundi 19 décembre. On a un Bitcoin sur les 16 700 dollars, l'Ether à 1180. On a donc des altcoins qui chutent un petit peu plus que le Bitcoin en ce moment. Effectivement, on le voit sur l'altcoin dominance. Mais encore rien de bien alarmant, même si, voilà, ce matin, on voit que la clôture s'est effectuée, en tout cas sur l'alcool dominance, en dessous, finalement. Donc, il y a cette sorte de M qui s'est confirmé. Regardez, je me mets en ligne ici. Voilà, donc, attention, on a un M qui s'est dessiné et confirmé, en tout cas, sur les clôtures, au niveau du weekly, sur l'alcool dominance. Et ça, c'est le genre de pattern qui, en termes de probabilité, sont pas forcément très bons pour les altcoins, pour les semaines qui viennent. En tout cas, on pourrait dire qu'en termes de probabilité, on a plus de chances d'avoir des altcoins qui continuent de chuter par rapport au Bitcoin que l'inverse. Mais voilà, après tout, on verra bien ce qui se passe. Et l'émission consacrée aux altcoins, ça sera demain sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler principalement du Bitcoin. On va commencer par un point de vue global du marché, tout simplement en regardant le graphique weekly. On va essayer d'identifier dans quelle phase psychologique de marché nous nous trouvons. On a pu constater que sur le Bitcoin, depuis très longtemps désormais, ces phases sont assez bien respectées, avec des périodes d'euphorie vraiment extrêmes et des périodes finalement de marché baissier également super extrêmes. Et donc ça représente vraiment très bien, je trouve, cette partie psychologie. Ensuite, on parlera d'un petit graphique qui se trouve sur le site Look into Bitcoin, qui répertorie des données vraiment très intéressantes, liées vraiment à l'aspect également transparent de la blockchain du Bitcoin. Et là, on va parler en l'occurrence des holders, voilà, donc ça va être assez cool. Et on terminera par le graphique du Bitcoin en 4 heures, les deux trades que l'on a fait précédemment, dans un qui était gagné, un perdant. Et on va voir un petit peu par rapport au prix actuel qui d'ailleurs se trouve pile poil entre ces deux bornes. Cette fois-ci, on peut dire qu'on est vraiment au milieu du range. Et bien sûr, comme tous les lundis, on va s'amuser à ouvrir un trade, soit à la hausse, soit à la baisse, je sais pas encore. On va faire une petite analyse de ça pour essayer de prendre une décision, en tout cas la plus cohérente possible. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction. Pensez au like, à l'abonnement si le contenu vous plaît, bien sûr. À tout de suite. Alors, sur le graphique weekly, donc chaque bougie ici représente une semaine. Là, c'était en novembre 2021, il y a un an pile poil, ce sommet aux 69 000, donc un an et quelques jours maintenant. Et là, on voit qu'on est sur un point extrêmement bas. Malgré tout, il n'y a rien qui nous dit ici, voilà, on peut se retourner, avoir un marché qui monte. Non, pas du tout, puisque sur le graphique weekly, on voit que l'on fait des plus bas, toujours plus bas. On s'attend, et on attend bien sûr un range, pourquoi pas un point qui serait enfin plus haut que le précédent, quelque chose qui range, vous voyez, quelque chose qui latéralise pendant des semaines, des mois. Mais les retournements de tendance ne se font pas en quelques jours, bien sûr. Même si demain vous voyez un Bitcoin sur les 25, 22, 23 000 dollars, ça ne voudra pas dire qu'on a retourné la tendance. Certes, ça sera positif, on sera revenu par ici. Regardez, je vais vous montrer sur ce graphique. Voilà, admettons que dans 3 jours, on est sur les 21 000 dollars. Vous allez avoir ça sur le graphique, une bougie verte comme ça. Est-ce que ça veut dire que forcément, voilà, le marché se retourne, c'est bon, to the moon? Pas du tout. Ça peut être simplement quelque chose qui, simplement, commence à se reprendre petit à petit avec un range, et puis derrière, voilà quelque chose qui latéralise pendant plusieurs mois. Attention, il faut bien se méfier de tout ça, puisque ça, c'était une période d'environ une année. Là, on a eu une période d'environ, regardez, donc 2018, 2020 quasiment, ouais, c'est ça, là, on a 2 ans, vous voyez, 2 ans de range, bon, certes, entre les 3 et les 14 000, donc il y a eu quand même pas mal de fluctuations pendant ce range. Mais c'est clair et net que les phases de range sont assez ennuyeuses, des fois un peu moins que d'autres, mais voyez que ici c'était ennuyeux, là c'était ennuyeux, là c'est pareil, c'est le début peut-être de quelque chose d'assez ennuyeux. Regardez en 2000, là c'était en 2014, pareil, alors c'était pas vraiment un range, on était plutôt sur quelque chose d'arrondi, etc. Mais une période quand même entre septembre 2014, février 2000, on va reprendre septembre pour que ce soit 2 ans également, voilà. Ici, là, il y a 2 ans également, vous voyez, 2 ans d'ennui où en fait le Bitcoin ici est à 475, on descend au 138 et 2 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait? On est au 475, vous voyez. Donc dans l'histoire du Bitcoin, voilà, il faut s'attendre forcément à ces périodes qui durent très longtemps et qui peuvent installer le doute et une sorte de dépression dans la tête et dans l'esprit des investisseurs, vous voyez. Et ça, c'est une chose dont il faut se rappeler. Il faut regarder le graphique et se rappeler ce qui s'est passé au préalable pour réussir à rester dans un bon mood malgré les marchés baissiers. Mais maintenant, on sait que ça peut être long et difficile. On peut très bien avoir un prix dans un an aux alentours des 13 000, voire des 10 000 dollars un peu plus bas, pour dans 2 ans revenir aux 20 000, et donc avoir un marché chiant, déprimant pendant 2 ans, pour ensuite de nouveau rentrer dans un marché bullish et regarder avec les objectifs que l'on a commencé à définir ensemble ici et qu'on affinera au fur et à mesure du temps en fonction de l'endroit où le bottom sera trouvé. Puisque là on est sur les 16 700, on a touché au plus bas les 15 500, on est toujours dans cette perspective de baisse, à voir effectivement où se trouvera le point bas final.
de ce marché baissier, avec pour zone très intéressante ici, on le voit, les 13 800 $, et en dessous une zone où le cours a pas mal travaillé lors du précédent bear market, ici entre les 10 000 grosso modo et les 14 000. Maintenant, ça reste des zones extrêmement basses, et je pense que pour quelqu'un qui souhaiterait investir, attendre les 10 000 $, ça serait vraiment jouer avec le feu, et vraiment risquer de rater une opportunité intéressante d'investissement. Passons maintenant à la partie psychologie, et la question c'est à peu près dans quelle phase de marché nous nous trouvons en termes de psychologie. Et en fait, vous voyez que là c'est un cercle, c'est-à-dire que là le disbelief que vous avez à droite, vous le retrouvez à gauche. Maintenant, en termes d'analyse de ce graphique actuellement, on voit qu'on a fait un plus bas ici en juin, on en fait un deuxième ici en novembre, et donc on ne sait pas si le bottom a été atteint ou pas. On peut donc présupposer qu'il a été atteint. À ce moment-là, on peut estimer que nous sommes dans la phase de dépression, que vous voyez ici sur ce petit graphique, ou alors on peut supposer de nouveau que le bottom n'a pas été atteint et qu'à ce moment-là, on va à nouveau écraser le prix par le bas et peut-être aller chercher les 10 000, voire moins, tout simplement. Et à ce moment-là, ça veut dire que nous sommes encore dans cette phase entre la peur et la dépression. Donc vous voyez bien que c'est assez difficile, voire même impossible de savoir exactement dans quelle phase de psychologie on se trouve. Mais de façon globale et sur le long terme, on sait qu'on n'est pas dans une période d'euphorie et qu'on est vraiment plutôt sur une phase qui ressemble à un bottom soit déjà atteint, soit à un bottom très très proche. Derrière va s'enchaîner forcément une dépression qui peut durer assez longtemps. 2023, ça peut être une année de dépression en termes de psychologie, pour ensuite s'enchaîner avec la partie disbelief, qui correspond quasiment au halving en général, qui est en fait la perte de confiance, la perte de... Voilà, on n'a plus aucune croyance dans le marché des cryptos, et en fait, le moindre rallye, le moindre pump, on a envie de revendre pour sortir de ce truc-là qui nous embête depuis 2 ans et demi, et c'est ça la phase de disbelief, et vous la retrouvez donc à gauche, et voilà, regardez le petit texte qu'il y a écrit, « This rally will fail like the over », ça veut dire, voilà, de nouveau, a priori, ce rallye va rater comme ce que l'on vient de vivre depuis 2 ans, et en fait, c'est pas le cas, vous le voyez, puisqu'il y a l'euphorie derrière, avec des sommets toujours plus importants et des retracements qui sont très minimes et qui ne laissent pas l'opportunité aux investisseurs finalement de racheter sur des prix intéressants. Si je prends le Bitcoin ici, là, en 2020, en août 2020, on voit qu'on vient casser ce sommet. Derrière, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'achat, hein. Ça monte chaque semaine, on a un prix plus important que la semaine précédente. C'était hallucinant, et même encore aujourd'hui, on n'est jamais revenu sur ce niveau donc du mois d'août 2020, qui représentait les 11 000, 12 000 $ sur le Bitcoin, puisqu'on est encore sur les 16 700. Je passe maintenant sur Look into Bitcoin avec ce graphique qui représente finalement la partie holding. Et donc, grâce aux données qui sont transparentes intrinsèques du Bitcoin, on peut savoir combien de portefeuilles il y a, quel Bitcoin il y a, combien il y a de Bitcoin dessus, depuis combien de temps, etc. Et donc là, ce qui a été fait comme travail, c'est qu'ils ont pris les données intrinsèques. Ils ont dit, voilà, il y a tous les wallets qui possèdent du Bitcoin, on va dire que ça représente 100% des portefeuilles. Jusque-là, tout est logique. Et ce qu'on va regarder, c'est sur ces 100%, combien y a-t-il de pourcentage de wallets qui possèdent du Bitcoin depuis moins d'un jour? Combien y a-t-il de pourcentage qui possèdent du Bitcoin depuis, par exemple, entre un jour et une semaine? Combien possèdent entre une semaine et un mois? Etc. etc. Et comme ça nous permet de voir les wallets qui sont très récents et qui donc ont déposé des Bitcoins très récemment, qui donc a priori les ont achetés très récemment, et de voir les portefeuilles qui possèdent du Bitcoin depuis très longtemps et qui les gardent depuis longtemps, vous voyez? Et on essaye de faire la corrélation entre ces pourcentages-là et le prix du Bitcoin sur la durée. En l'occurrence, ici, on voit depuis sa création. Et ce qu'on observe très bien ici, c'est que, vous le voyez, lors des sommets, il y a énormément de portefeuilles qui possèdent du Bitcoin depuis pas longtemps. Par exemple, là, lorsqu'on vient de toucher les 18 000 $ en décembre 2017, vous aviez 4% des portefeuilles qui avaient du Bitcoin depuis moins de 24 heures. Vous aviez du coup 11% qui avaient entre 24 et une semaine. Vous avez 26, donc si on fait la somme de tout ça, vous voyez qu'en fait, il y avait quasiment 100% des portefeuilles, en réalité, donc peut-être 80, ouais, vous avez le chiffre à gauche ici, 90% des portefeuilles qui possédaient du Bitcoin depuis moins de 6 mois. Et ça, c'est très intéressant. Ça prouve qu'en fait, toutes les personnes qui ont du Bitcoin, quasiment, elles l'ont acheté vraiment que très récemment, il y a moins de 6 mois. Et ça représente l'euphorie. Ça représente le moment où il y a eu un excès d'achat, une pression acheteuse très importante qui fait qu'il y avait beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, ce qui fait que son prix a explosé, sa capitalisation également, etc. Et c'est ça qui représente une bulle, un petit peu, on va dire, l'excès de spéculation à la hausse, etc. Et l'inverse se produit dans les phases baissières, comme celle qui s'est suivie juste après, par exemple ici jusqu'en décembre 2018, où vous aviez pendant la phase de creux sur le prix du Bitcoin, finalement, voilà, regardez,
50% des gens qui avaient du Bitcoin depuis moins de 6 mois, au lieu de 90, et derrière vous avez une grosse majorité également des gens, donc du coup, qui possèdent du Bitcoin depuis plus d'un an finalement, voilà. Vous avez compris l'idée, et vous voyez que l'euphorie s'était bien matérialisée également sur le sommet donc récent de 2021, avec, on le voyait donc, 80% des gens tout de même qui restaient avec du Bitcoin, qui avaient du Bitcoin depuis moins de 6 mois, ici, on le voit. Et si on regarde ce qui se passe maintenant, on voit qu'on est toujours dans cette perspective de baisse avec de moins en moins de personnes qui possèdent du Bitcoin depuis peu de temps, et de plus en plus de holders long terme finalement, qui sont toujours présents aujourd'hui, et qui étaient peut-être déjà présents également avant, hein. Regardez, si je prends le niveau actuel, on a en ce moment donc environ 40% des gens qui ont du Bitcoin depuis moins de 1 an. Voilà, 40% des gens. Ça veut dire que 60% des gens aujourd'hui qui possèdent du Bitcoin les possèdent depuis du coup plus que 1 an. Donc ça c'est intéressant à voir, et effectivement si on regarde les phases précédentes, on voit que c'était plutôt, voilà, on n'était jamais revenu aussi bas sur le chiffre, et donc oui c'est normal, puisque plus le temps passe, et forcément plus il y a de gens qui possèdent du Bitcoin depuis longtemps, donc tout ça ça reste dans la logique des choses. Mais en tout cas quand on verra les choses qui commenceront à s'inverser, pourquoi pas, avec, donc je vais essayer de zoomer un petit peu sur cette partie du graphique, avec des personnes qui possèdent du Bitcoin depuis pas longtemps, effectivement avec des courbes qui augmentent, un pourcentage qui augmente ici, on sera peut-être dans le début de quelque chose, le début d'une reprise, le début de l'espoir d'un nouveau bull run, tout ça, mais c'est pas encore le cas, bien sûr, mais cet indicateur nous donne l'information que, historiquement parlant, on est sur des niveaux extrêmement faibles, et que peut-être, si le bottom, comme je le dis, je l'ai redit tout à l'heure, hein, si le bottom n'a pas été atteint, on sait qu'il est quand même très proche, en tout cas c'est ce que cet indicateur également nous donne comme information. Passons maintenant sur l'analyse du 4 heures. On a vu quelque chose d'assez intéressant se produire il y a 4-5 jours. C'est-à-dire qu'on est venu chercher, hein, regardez sur cette mèche, le haut du range que j'avais tracé avec, vous voyez, ce niveau-là précédent. On l'a même dépassé avec la mèche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu chercher également, regardez, du coup, je peux essayer de monter cette ligne vraiment sur le sommet qui a été atteint récemment. On est venu chercher, regardez, toutes ces mèches précédentes. Donc on est venu s'appuyer sur un niveau de résistance très important pour rebondir dessus à la baisse. Ça montre que le marché est encore pas prêt à prendre une décision, et que finalement décide de rester dans ce range. Pourquoi ? Parce que cette chute est encore trop récente, et il va falloir que le marché travaille un peu plus longtemps avant de choisir une direction franche avec une cassure soit par le haut, soit par le bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que le Bitcoin depuis quelques jours retrace, et de façon assez puissante. Si on reprend un Fibo qui récupère toute cette hausse, donc en fait ce range, hein, tout simplement, on voit qu'on est revenu s'appuyer de façon assez précise sur les 61,8 pour latéraliser dessus. Est-ce qu'on va réintégrer cette zone de rechargement ? C'est la question qu'on peut se poser. Mais en termes d'analyse pure et de range, sur le range sur lequel on est, c'est vraiment ici là le pire endroit pour prendre un trade, parce qu'en fait, regardez, je vous montre. Si je fais donc un ratio long-short ici, regardez, j'ouvre un long à cet endroit-là, où est-ce que je positionne mon stop-loss finalement ? C'est ça qui est un peu chiant, je peux le mettre par ici, mais voilà, ça donne envie de le mettre en dessous du range, vous voyez. Bon, on va dire qu'on le met par là, là derrière le take profit je le mets où, vous voyez, vous allez avoir un risque-reward de 1, donc c'est-à-dire que vous risquez de perdre autant que ce que vous gagnerez, et l'idée c'est plutôt d'avoir des risques-reward, vous voyez, de 2, pour pouvoir être serein sur un trade. Là on était plutôt en bas du range, là on était plutôt en haut du range, il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Là on est vraiment au milieu. Clairement, le joli trade à prendre, c'était lorsque nous trouvions ici sur les 13008. Donc, en fait, je disais en début d'émission que je pouvais prendre un trade ici. Mais si je veux bien faire les choses, là, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être plus intéressant de ne rien faire, et plutôt d'attendre de voir si on décide de revenir plus bas. À ce moment-là, on pourra ouvrir un long, ou si on décide plutôt de monter, à ce moment-là, on ouvrira un short. Parce qu'on reste dans l'esprit de trading, dans cet espace de range que l'on a actuellement, qui peut encore durer un certain temps. Si un jour on vient casser vraiment de façon très franche par le haut, ou par le bas, on changera notre façon de faire et on reverra un petit peu notre façon de trader, mais tant qu'on reste dans le range, autant essayer de jouer le haut du range sur un short et le bas du range sur un long, bien entendu. On verra donc si la semaine prochaine il y aura des niveaux plus intéressants pour ouvrir un trade ou pas, ou même courant de la semaine, peut-être que je le ferai. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. Pensez à l'abonnement, au like si ça vous a plu. Demain, on parle vraiment principalement des altcoins, et il y a vraiment des choses très intéressantes à dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Ciao tout le monde.